Oh là là, jeudi dernier, j'ai vu un documentaire à charge sur une superstar milliardaire qui se servait de son influence, de son argent pour faire venir dans sa grande demeure des enfants et pour les violer. Hein. Donc il changeait assez régulièrement d'enfants au fur et à mesure qu'il se lassait du précédent. Hein? Michael Jackson? Non, pas du tout. Bruce Wayne. Pardon, Batman. C'est pour la blague. Ça s'appelait Living the Batcave. Dick Grayson et Tim Drake témoignaient puisqu'apparemment Jason Todd pouvait pas venir, hein, il avait un coup de barre. Attention, plein de bonnes nouvelles puisque je vais annoncer les 5 gagnants du série Hors de Fluide Glacial Super Héros, hein, donc le concours de la semaine dernière qui ont été tirés au sort sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et dans les commentaires donc de YouTube. Un tiré au sort classique et un tiré au sort parmi ceux qui ont répondu à la devinette. Hein, il fallait rester jusqu'à la fin. La devinette, c'était qui nous invitions dans le prochain Sculpture au Point, l'émission Sculpture et Pop Culture. Et bien ce sera Beau Gauthier de Kermoal, donc connu pour son rôle dans La Tour de Montparnasse Infernale et dans Kaamelott, hein, où il joue l'un des deux. Hein. Je sens qu'on va se régaler, hein. C'est le lundi 1er avril, hein. Promis, ce n'est pas un poisson, et puisque je suis encore interdit de live sur YouTube, putain, et bien ce sera sur le Twitch et sur le YouTube hein, de mes potos de Nous Sommes des Héros, avec qui on a co-créé le format. Et les gagnants sont hein, donc Jean-Yves Depas, Mathieu Maleter, Gannicus 98, Gaël Claude, et après vous avez été beaucoup à comprendre les références, donc à Merlin, à Excalibur, à Bruce Lee, la Fureur du Dragon, mais au final très peu à trouver. Hein. Vous avez pensé que c'était Alexandre Astier, non, il y en a un qui a pensé à Eric Judor, et au final il y en a qu'un qui a trouvé un Beau Gauthier de Kermoal, donc c'est Alix GEB qui gagne. Bravo à tous, contactez-moi en privé, hein. Vous me donnez vos adresses et vous recevrez votre fluide glacial dans les jours qui viennent. Allez, sans plus attendre, place au cœur de ce 185e JT Comics, hein, puisqu'ici votre fidèle serviteur, votre commis des comics, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Qui dit mieux, histoire d'enterrer les espoirs les plus résistants des fans des séries Marvel Netflix, hein, qui veulent absolument voir revenir leur série telle quelle donc sur le service de streaming Disney+, eh bien Marvel Television met en vente aux enchères à près de 750 objets ayant servi au tournage donc des séries Netflix Marvel. De la plaque murale du cabinet d'avocats Nelson et Murdoch jusqu'au bras bionique de Misty, en passant hein, par le suite trou de balle de Luke Cage, les sides d'Electra, le masque d'Iron Fist ou encore la tenue complète de Daredevil. On verra, hein, on risque d'avoir de très belles surprises et on verra un petit peu quels sont les prix qui seront pratiqués. Du coup, on sait maintenant que si les personnages doivent revenir dans des séries de Disney+, eh bien ils repartiraient complètement de zéro. Moi, je vais commencer à mettre de l'argent de côté, je veux absolument me payer le stérilé de Mme Gao. Bon, c'est pour un ami. C2E2. Ce week-end, c'était la Chicago Comics and Entertainment Expo, donc la C2E2, auquel énormément d'éditeurs participaient, mais c'est Marvel hein, qui a déplacé le plus de monde, qui a fait le plus d'annonces, et donc ils ont, au milieu des grosses annonces, lâché des petites informations comme ça dans les panels. On a par exemple entendu les scénaristes Matthew Rosenberg et Tiny Howard dire que il semble assez clair que Marvel ne veulent pas faire du Punisher une figure qui a un soupçon d'héroïsme en elle, hein, qui préfère la voir comme un méchant qui tue des méchants. Ça, c'est un débat qui est très intéressant. Le scénariste Chris Claremont hein, s'est lâché, hein, celui que Marvel paie en exclusivité hein, depuis 5 ans pour ne pas écrire de comics ailleurs, mais sans pour autant le payer pour en écrire chez eux. Les types, ils ont inventé le chômage fictif. Bon, il va revenir là avec 2 histoires courtes dans des one-shots. Le premier, c'est Marvel Comics Present en mai. Le deuxième, ça sera hein, celui dont je vous parlais la semaine dernière, le Wolverine Exit Wounds en juin. Et il a ronchonné en comparant les conditions de travail dans les années 80, sa grande période, ainsi que dans les années 2020. Il a déploré l'emprise des éditeurs, donc ceux qui supervisent la ligne éditoriale ainsi que le travail donc des scénaristes, des dessinateurs, des encreurs, des coloristes, etc. Il a dit que c'était eux hein, qui appelaient un scénariste pour lui proposer telle ou telle histoire et qu'ils acceptaient mal quand c'était l'inverse, ce qui semble plus logique qu'un scénariste appelle un éditeur avec une idée. Et il regrette aussi énormément hein, la méthode Marvel, hein, donc appelée aussi la plot script, où il suffisait hein, pour un scénariste de donner les grandes lignes de l'intrigue au dessinateur qui lui allait adapter ça en histoire, mais sans avoir besoin de lui donner ce qu'on appelle un full script, hein, écrit case par case avec exactement tout ce qu'il faut dans la case, dans le script. Et il dit par exemple que c'est du gâchis de fonctionner comme ça avec un virtuose comme Bill Sienkiewicz à qui il faut absolument laisser sa liberté. Il lâche un petit scud quand même en disant que les artistes de l'époque étaient des conteurs d'histoires bien plus fluides et détendus que maintenant. Boum. Et puis c'était une pluie d'annonces, hein, par exemple cette série en 6 chapitres dans laquelle Mark Waid va écrire l'histoire de l'univers Marvel, et donc avec le degré de connaissance du type, ça
risque de promettre. Les dessins seront signés Javier Rodriguez, Alvaro Lopez et les covers seront de Monsieur Steve McNiven. La scénariste Tini Howard signe un contrat d'exclusivité avec Marvel et après avoir réalisé sa mini-série sur Thanos et sur Gamora, elle prendra les rênes d'une série sur Death Head, donc avec Kei Zama. C'est un robot chasseur de primes dans l'espace, c'est bien délirant. L'univers Infinity Warps, donc les mash-ups à la David Guetta entre les super-héros, s'agrandit encore un petit peu plus avec une série de 6 annuales consacrées aux personnages moitié-moitié, comme la pizza de l'univers Marvel. Jason Aaron était également présent pour annoncer une toute nouvelle série Valkyrie pour se faire un tatouage The War of the Realms. C'est le super méga giga nouveau crossover, l'event de chez Marvel qui va arriver, dont on a pu apercevoir comme au cinéma un trailer. Je sais que ça se fait même en France, je sais que le tweetos Cam F7 a réalisé déjà par exemple l'intro de High Comics, mais aussi qu'il a taffé je crois bien pour Bliss et pour Urban. Le cinéma toujours qui inspire même les annonces des prochains events de la maison des idées, puisqu'ils se la sont joués à la Marvel Studios avec une petite frise et les titres des événements. Donc on a les 4 axes principaux de l'année 2009 pour Marvel. The War of the Realms dont on a déjà parlé ici, donc la grosse guerre dans tous les royaumes nordiques qui débarque sur Terre en faisant non plus seulement une histoire de Thor, mais tous les super-héros vont être impliqués. Puis le grand retour de Jonathan Hickman dont on parlait la semaine dernière, on sait désormais que c'est sur les X-Men avec des séries qui vont redéfinir la place des mutants dans l'univers Marvel et le fait que ça intervienne très peu après le rachat officialisé donc de la Fox par Disney n'est pas étranger à cela. Pour faire monter un petit peu la sauce, on nous montre des chapitres clés de l'histoire des X-Men, le Giant Size X-Men numéro 1, le X-Men de Jim Lee, le volume 2 numéro 1 aussi, un des recordman du nombre de ventes, plus de 8 millions d'exemplaires vendus. On nous montre aussi le New X-Men de Grant Morrison, ça s'appelle House of 10, donc écrit en chiffres romains, donc House of X et Powers of X. La rumeur dit que ce sont 2 mini-séries en 6 chapitres, donc qui sont scénarisées par X-Men et dessinées par Malte Garcia, RB Silva et Pepe Larraz, avec une image de promo par Mark Brooks où on voit un catalogue impressionnant de mutants, le retour du chauve le plus célèbre de l'univers Marvel, assis, en position assise, et on voit même le retour, si on est attentif, de Bill le homard au premier plan, ce crustacé surdéveloppé, le fruit d'expérience à la Weapon X, qui a été inventé en 1987 chez Marvel. Qui est chaud? Pour le homard, j'aurais dû dire qui est bouillant. Ensuite, on a eu droit au moment Donny Cates qui présente son event Absolute Carnage, et donc il va faire revenir Cletus Cassidy qui sera plus sanglant que jamais, on nous le promet, et tout le monde sera une cible. Ça commencera dans le Free Comic Book Day VO en mai, donc ça arrivera un petit peu plus tard, on aura droit à une véritable rétrospective sur le symbiote de Carnage, ainsi probablement qu'un agrandissement de sa mythologie comme il le fait avec son titre Venom, et donc aussi avec Ryan Stegman avec qui il va faire équipe. Donny Cates de toute façon c'est le patron, donc dès qu'il sort quelque chose j'essaye de lire et certains le pressentent même pour faire le reboot de l'univers Marvel Ultimate qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et il reste un event mystérieux prévu pour décembre prochain, donc je vous laisse évidemment spéculer en toute liberté. Éthiopie. L'Éthiopie se construit tranquillement un univers super-héroïque. Tout a commencé il y a 1 an. L'éditeur Ethan Comics a offert à son pays le super-héros Jember, donc un étudiant à la base éthiopien qui est à la recherche d'un emploi. Il est diplômé, il va rien trouver. Par contre, il va trouver une relique ancienne qui va le doter de pouvoir et devenir un super-héros. C'est par Besserat Obebe, Stanley Obende et Brian Ibe. Et aujourd'hui, Ethan Comics présente Aoi, la toute première super-héroïne éthiopienne qui nous présente les aventures de Ement Legacy, donc une jeune femme qui vit aux États-Unis avec sa mère, qui est d'origine éthiopienne, qui veut visiter le pays, ce que sa mère, elle est pas trop chaude à cause de l'insécurité qui règne, surtout quand on est une femme. Finalement, elles finissent par y aller et le point taken est atteint, la mère se fait enlever et la fille va devoir tout faire pour la sauver. Elle va recevoir sûrement des pouvoirs, enfin j'en sais pas plus que vous. C'est par DBB, Obende et Morbi, et tous les ouvrages sont disponibles en anglais et dans la langue officielle d'Éthiopie, l'amharique. Réveillez-vous! Le point commun entre Zack Snyder et Edith Piaf, c'est que non, rien de rien, non. Il ne regrette rien, le réalisateur était à une œuvre de charité, il faisait une rétrospective un petit peu sur tous ses films, et à un moment il s'est mis à parler de Batman versus Superman, dans lequel on voit clairement Batman tuer plus ou moins directement une bonne vingtaine de personnes, et je vous laisse écouter ce qu'il a dit, je vous le sous-titre. Someone says to me like, oh, like Batman killed a guy. I'm like, fuck. Really? I'm like, wake the fuck up. It's like, yes. It's like, yes.
You know, that's all. Le tout devant une foule en délire, moi c'est ça que je trouve un brin flippant. Alors il a dit qu'il empêchait personne de croire en le mythe du super-héros innocent, mais que ces films étaient comme une forme, je cite, de perte de virginité, et que on pouvait y découvrir par exemple que les super-héros mentaient à l'Amérique, qu'ils détournaient de l'argent de leur société, il parle sûrement pour Batman, ou encore qu'ils commettaient des atrocités. Et après attention, c'est l'erreur, il invoque Alan Moore, il parle à sa place, il se met même à son niveau pour dire que Watchmen est au comics ce que son film, donc Batman vs Superman, est au film de super-héros. Sauf qu'il y a bien une raison pour laquelle Alan Moore n'a pas utilisé Batman et ses comparses en guise de personnages principaux de Watchmen, et que en termes de violence et du Batman meurtrier, il a su prendre beaucoup de recul sur son Killing Joke, qui est sûrement l'œuvre dans laquelle Batman pourrait le plus se rapprocher d'un meurtrier, suivant comment on interprète la fin ouverte, c'est un gros conditionnel. Il avait dit qu'il n'aimait plus trop son œuvre à cause de son approche un petit peu trop violente et sexualisée pour un personnage aussi simple que Batman. Ça et le fait que quand on l'entend en parler, Batman ne tue probablement pas le Joker à la fin, même si ils réalisent tous les deux qu'ils sont pris dans une relation qui leur sera probablement fatale un jour ou l'autre. Donc Zack, tu faisais ce que tu voulais avec tes propres films, mais tu laisses Papy Moore tranquille puisque tu n'as rien ni de sa finesse ni de son autocritique. D'ailleurs, Snyder a précisé ses plans pour son DC Extended Universe. Superman devait remourir à cause de l'équation de l'antivie de Darkseid, ainsi que Flash, que Wonder Woman, qu'Aquaman, laissant donc Batman et une moitié de Cyborg pour sauver un petit peu la situation. Mais auparavant, Darkseid avait tué Lois Lane, ce qui aurait légèrement vexé Superman, et tous les Martha du monde n'ont pas arrivé à le détendre un petit peu du cul, puisque il en veut absolument à Bruce Wayne, et qui lui était au courant. Souvenez-vous de l'avertissement de Flash, Lois Lane est la clé, patati patata. Du coup Batman savait, il n'a pas protégé Lois. Bref, le bon vieux coup de la femme fragile à protéger par un preux chevalier noir, pour le coup, que l'on tue simplement pour servir à faire avancer l'intrigue du héros masculin. Entre ça et le fait que Batman utilise des flingues, notamment dans le Nightmare, je crois que Zack Snyder s'est trompé, et que ce qu'il veut au plus profond de lui, c'est adapter le Punisher à les vieux comics des années 90, au moins là, il serait content. Bon, je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, c'est super intéressant quand même comme débat de la vision de Snyder. Awa, je vous en avais parlé il y a un moment lorsqu'elle n'était que bourgeon, mais c'est le printemps et la maison d'édition Artists, Writers and Artisans s'est un petit peu plus dévoilée, à présenter quelques-unes de ses fleurs. Maison d'édition fondée par deux anciens de chez Marvel, Bill Jemas et Axel Alonso, à qui l'on doit en partie l'univers Marvel Knights. Co-fondée avec un financier, John F. Miller, qui a su réunir la bagatelle de 5 millions de dollars d'investissement. Une maison d'édition qui ambitionne de développer un univers super-héroïque étendu, avec des titres triés sur le volet par un comité créatif qui comporte en son sein des gros bonnets, puisqu'on parle de Garth Ennis, de John Michael Straczynski, de Margaret Soll, de Reginald Hudlin et de Greg Hurwitz, quand même. J'espère qu'ils écriront un petit peu entre deux vérifications. Pour l'instant, parmi les titres qu'on nous a présentés, Archangel 8, donc par Michael Morrissey et Jeff Dackal, donc c'est à propos d'un agent de Dieu qui va passer du mauvais côté de la sainteté pour faire le sale boulot, mais pour servir quand même Dieu. La punchline, c'est même Dieu doit pouvoir pratiquer le déni plausible. American Ronin, donc par Peter Milligan et l'artiste ACO, donc sur des agents surentraînés, armés, qui sont au compte et servent les intérêts des grosses entreprises. La punchline, c'est le business, c'est la guerre. Fight Girls, le titre indé de Frank Shaw, qui raconte l'histoire d'athlètes qui vont se battre un petit peu à la Hunger Games pour gouverner la galaxie. 10 femmes, 4 épreuves, une couronne, la gagnante gouverne l'Empire. Et enfin Bad Mother par Krista Faust et l'excellent artiste Tim Bradstreet, sur une maman qui va devenir ultra badass, qui va devenir une maman quand sa fille se fait enlever, donc elle va aller un petit peu la chercher elle-même. Et la punchline, c'est Baking Bad. Les droits appartiennent aux créateurs, on aura plus d'infos donc sur cet univers super-héroïque qui côtoiera les titres plus indés que je vous ai présentés, ainsi que les artistes et tout ça dans les semaines à venir. Je vous laisse me dire dans les commentaires les titres qui vous ont fait le plus demi-mollet, demi-mouillé. Moi ça se joue entre American Ronin et Bad Mother. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine j'ai eu plein de trucs à faire, donc j'ai été light niveau lecture, j'ai eu le privilège de passer un déjeuner en la compagnie d'Ariel Olivetti, qui a été invité en France pour une tournée par Teach Drink and Draw, et l'étape marseillaise était sponsorisée par le French Geek Movement. C'est un putain d'artiste qui est excellent, dont la sympathie n'a d'égal que le talent. Je prépare le sculpture au point avec Beau Gauthier de Kermol, mais j'ai quand même trouvé le temps
de me replonger. Je veux recommencer les Hellboy donc, que j'ai pris dans ces éditions un petit peu grand format. Delcourt sort exactement les mêmes que Dark Horse en VF, donc foncez hein, si vous aimez un petit peu Hellboy, c'est l'édition parfaite, étoilée, enfin c'est classe. Et surtout c'est grand, hein, donc on peut admirer les planches de Mignola et c'est ça qui compte. C'est la fin de ce JT, hein, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Là aussi vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous lisez et lisez. Et moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi hein, donc pour le Sculpture au point avec Beau et à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Attendez, est-ce qu'on a déjà vu Michael Jackson et Batman dans la même pièce? Parce que on a retrouvé ça dans le manoir de Neverland et ça fait flipper. You are not alone, I am here with you. En un autre sens du coup.